est le distributeur de la solution Silverfort pour le marché français. Et j'ai la chance d'être votre hôte ce matin pour vous accompagner et échanger autour du sujet du Zero Trust et surtout pour voir comment est-ce qu'on peut étendre son utilisation à l'Active Directory en utilisant l'Azure Active Directory. Donc, pour nous parler de ces deux sujets, on a deux speakers avec nous. Donc, on a Bastien Simon, qui est expert Zero Trust chez Microsoft, et Franck Lévis, qui est ingénieur solution chez Silverfort. Alors, Bastien commencera par nous parler un peu de l'évolution des attaques, des profils de ces attaques, avant de nous présenter l'approche Zero Trust de Microsoft et détailler sa mise en application, en s'appuyant notamment sur l'aspect conditionnel. Et puis, dans un second temps, Franck nous montrera comment la solution Silverfort étend cette approche à un environnement un peu plus traditionnel, un peu plus legacy. N'hésitez pas à poser des questions au travers du Q&A que vous avez en haut de votre écran. Bastien, je te laisse la main pour la suite. Merci beaucoup Pierre-Yves. Donc effectivement aujourd'hui le sujet, on va déjà dans un premier temps parler du Zero Trust et peut-être avant de commencer à, à rentrer directement dans la technique, ce que je vous propose, c'est peut-être un premier tour d'horizon en se disant qu'effectivement aujourd'hui, on va repeindre les environnements autour de la gestion des attaques et principalement en fait ce qu'on voit depuis ces dernières années. Donc là on a des chiffres de 2020. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une certaine ubérisation des attaques. Donc ce que ça veut dire, c'est que, traditionnellement, en fait, on voyait plusieurs types d'attaquants pour mes organisations qui peuvent être des attaquants de type étatique ou des organisations, très, très organisées, en fait, pour venir attaquer d'autres organisations, voire d'autres États. Et en fait, depuis plusieurs années, en fait, ce qu'on voit, c'est une émergence de nouveaux acteurs avec, la capacité pour n'importe qui, donc là, effectivement, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, hein, d'être capable d'acheter des kits de compromission, sur des à des sociétés qui peuvent avoir pignon sur rue, hein, dans des États pour lesquels la cybercriminalité n'est pas punie de la même façon que ce qu'on pourrait le voir en France, par exemple. Et que donc du coup, en fait, on a vu un réel, shift aujourd'hui sur, la façon en fait dont des organisations peuvent se faire compromettre avec, la capacité, comme je disais tout à l'heure, hein, d'être capable d'aller compromettre assez facilement une organisation juste en allant acheter un kit, un kit de compromission pour des prix qui sont très abordables, hein, et avec aucune nécessité derrière d'avoir des compétences techniques, spécifiques sur cette partie-là. Et donc du coup, par rapport à ça, l'idée c'est que, on n'est plus vraiment sur ce qu'on pourrait retrouver dans les films avec le fameux attaqueur qui se trouve dans son garage ou dans une cave avec, un sweat à capuche. On est plutôt avec une volonté, de se dire qu'il y a réellement un business model, qui va être mis en place par mes attaquants pour venir compromettre une organisation. Et l'idée derrière tout ça, c'est que, l'idée de venir, atteindre une organisation et encore une fois, quelle que soit la taille, hein, on n'est pas forcément toujours sur des grands groupes, qui sont cotés au CAC 40. On trouve aussi des associations, voire même des organismes publics dessus. L'idée, en fait, ça va être à un moment de se dire qu'on va devoir casser le business model, en fait, utilisé par mes attaquants, bien évidemment en prenant en compte, la balance entre les moyens qu'ils vont investir, heu, et relativiser par rapport, en fait, aux potentiels moyens qu'ils pourront récolter, qui peuvent être de type rançonnage, qui peuvent être de type exfiltration de données et faire en sorte qu'en fait, on soit capable de casser ce business model pour que, en fait, on rende de plus en plus complexe la capacité d'un attaquant de venir compromettre une organisation. Et donc du coup, ça peut passer par pas mal de choses. Ça peut passer par la mise en place de contre-mesures, comme du MFA, comme, limiter la surface d'attaque, comme mettre en place des solutions de sécurité sur lesquelles, en fait, on va revenir un petit peu dans le détail par la suite. Et donc du coup, voilà, c'est réellement ça notre mission aujourd'hui, c'est de permettre, en fait, à une organisation de pouvoir continuer à travailler, continuer à collaborer et continuer de proposer des services, à ses clients ou éventuellement à ses administrés. Tout en fait, en étant capable en fait de faire en sorte que, le risque ou l'exposition au risque en fait soit la plus faible possible du fait de l'ensemble des contre-mesures qu'on a pu mettre en place. Et par rapport à ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu l'émergence de différents modèles de sécurité et principalement un en fait qu'on retrouve depuis plusieurs années qui est, le principe du zéro trust. Donc ça c'était pour, j'ai envie de dire un petit peu planter le décor de la discussion aujourd'hui. Donc le zero trust, en fait, on retrouve pas mal de buzzwords, hein. On a beaucoup vu, ces termes-là arriver dans la presse spécialisée, dans l'actualité
Et en fait, souvent, il y a beaucoup de principes qui sont assez abstraits autour du Zero Trust parce qu'on voit pas forcément ce que c'est et on se dit: «Bon, voilà, c'est plus une solution qui va me permettre de d'aller acheter telle ou telle solution de sécurité» et je vois pas forcément en quoi quel est le rapport avec mon organisation derrière. Donc juste pour repositionner aujourd'hui, la volonté du Zero Trust, donc déjà, c'est de dire que c'est pas du tout, en fait, quelque chose qui est nouveau, hein. Ça a été, ça a vu ses premières prémices au forum de Jéricho sur lequel effectivement on a établi les bases du Zero Trust, en 2004 en se disant qu'effectivement il y avait nécessité de revoir les paradigmes de sécurité, de sortir d'une série de la fameuse sécurité périmétrique avec ma défense de type château fort ou ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est principalement, l'évolution de 2 approches qu'on verra après se décliner, sous différents noms, hein, que ce soit du Zero Trust ou même d'autres appellations comme du ZTNA ou ce genre de choses. L'idée ici, hein, en fait, c'est de se dire que c'est une approche qui est itérative, qui est partagée par l'ensemble des acteurs du marché, donc que ce soit des éditeurs de sécurité comme d'autres éditeurs et qui ont en fait amené, jusqu'en 2019 à une première formalisation de l'architecture Zero Trust par le NIST, donc organisme américain, avec une volonté du coup derrière d'asseoir différents principes. Et ces principes en fait, ils sont assez simples. Le premier, c'est de se dire que, comme l'indique son nom, le Zero Trust, c'est ne pas faire confiance par défaut et donc du coup avoir une volonté de vérifier explicitement donc chacune des authentifications, chacun des accès, chacune des demandes en fait d'autorisation pour pouvoir accéder à mon environnement, avec une volonté derrière, de regarantir un bon niveau de sécurité par rapport aux politiques que je vais vouloir définir. Le deuxième, ça va viser à, limiter la surface d'attaque en adoptant les principes de moindre privilège avec, pour volonté, typiquement de se dire que, on a le fameux administrateur qui reste administrateur pour l'ensemble de la vie de son identité disparaît et on fait de l'élévation de privilège juste à temps, juste suffisamment pour l'action que j'ai besoin de faire avant de redevenir un utilisateur, lambda comme monsieur tout le monde. Et le troisième principe, c'est, alors présupposer la compromission, assume breach en anglais. L'idée, c'est de se dire que, effectivement, j'étais capable de mettre l'ensemble des contre-mesures, disponibles sur le panel de solutions que je peux avoir sur le marché. Et l'idée, en fait, c'est de se dire que, je vais, quand même m'assumer que, potentiellement, je peux quand même être compromis. Et donc les conséquences sont doubles. C'est déjà être capable d'avoir des signaux qui vont me permettre d'identifier lorsque j'étais compromis. Et dans un deuxième temps, c'est d'être capable, en fait, de mettre en place les contre-mesures pour être capable, de repousser l'attaquant, et potentiellement, faire en sorte que cette compromission ne s'étende pas. Et l'idée du Zero Trust, en fait, ça va être de décliner ces trois principes sur, mes 6 piliers que je vais retrouver, à savoir l'identité, les appareils, les données, les applications, l'infrastructure et le réseau. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment pas forcément traiter l'ensemble de ces 6 piliers. On va se focaliser principalement sur la partie, identité et c'est ce qui va nous permettre, du coup, en fait, de contextualiser avec, certains scénarios qui vous seront détaillés par la suite, principalement avec l'orchestration avec des solutions de type Silverfort. Donc pourquoi est-ce qu'on se parle d'identité? Et là, je fais référence au rapport de la défense numérique qui a été publié en 2022 par Microsoft. Donc c'est un rapport qu'on republie tous les ans. Et en fait, dans ce rapport-là, il est disponible en français et en anglais. Donc là, je vous ai mis plus les citations en français. L'idée, de ce rapport-là, en fait, c'est de faire état de, quel est l'état de la cybersécurité par rapport, aux clients, en fait, qui contactent Microsoft lors de potentielles compromissions. De faire un état de la sécurité par rapport à ce que nous, on voit du fait de nos alliances avec les différents acteurs de la cyber au niveau mondial. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que, potentiellement, en fait, la plupart des incidents qu'on a identifiés, lors d'attaques vis-à-vis de nos clients, étaient principalement liés à des éléments de sécurité qui étaient manquants ou maltraités ou potentiellement obsolètes sur les implémentations actuelles de nos clients. Et donc du coup, ça, c'est à corréler avec, pas mal de choses parce que ça peut vouloir dire qu'effectivement, peut-être mon Active Directory ou mon Azure Active Directory ne sont pas suffisamment, sécurisés. Je n'ai pas de solution de type SIEM ou SOAR, je n'ai pas forcément sécurisé mes réseaux OT et cetera et cetera. Et par rapport à ce donc pour recontextualiser par rapport à la session d'aujourd'hui, l'idée c'est que, potentiellement, en fait, il y a des sujets comme,
le MFA. Est-ce qu'effectivement j'ai mis en place des solutions de type MFA? Est-ce que ça m'apporte un bon niveau de sécurité par rapport à la gestion de mes identités on-prem, par rapport à mes identités, cloud, et cetera, et cetera? Et donc du coup, ce qui ressort principalement de ce rapport-là, c'est que sur la partie identité, spécifiquement sur cette partie-là, bah, pour beaucoup de mes workloads, donc faut entendre par là application, ou même, accès à des environnements critiques, en fait, on n'a pas forcément les principes de sécurité qui sont aujourd'hui, enfin, ça fait partie du le MFA, ça fait partie du must have. On n'est pas dans: «Est-ce que je dois ou pas implémenter du MFA?» C'est plutôt, aujourd'hui, en fait, comment est-ce que je fais pour les scénarios sur lesquels je n'ai pas encore de MFA, et comment est-ce que je vais faire pour le sécuriser après? Donc vous aurez les références, hein, de tous ces articles-là et du rapport de défense numérique. Vous pourrez le consulter, il est très intéressant et permet de mettre en lumière, pas mal d'éléments de sécurité. Je vais faire aussi écho à un deuxième article, hein, qui est sur la partie, les minutes zéro trust, qui vont montrer qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, la nécessité lorsqu'on va vouloir faire du zéro trust, de sécuriser les identités et les appareils, couvre en fait les 2 tiers des scénarios qu'on va vouloir avoir lorsqu'on va vouloir sécuriser un environnement et diminuer potentiellement la surface de risque sur une approche zéro trust. Donc ça, c'était pour, j'ai envie de dire, positionner quel était l'état du marché actuel et comment en fait, quelles étaient les différentes tendances. Et le premier point en fait, c'est de te dire: «Bah, comment est-ce que je vais faire demain pour mettre tout ça en place?» Donc dans un environnement Microsoft, en fait, le principe de la sécurité et du zéro trust, en fait, vont principalement s'appuyer sur, la brique centrale qui est l'accès conditionnel. Donc l'accès conditionnel, c'est une brique qu'on va retrouver au niveau de l'Azure Active Directory. Et alors, je vais pas forcément refaire le pitch ici parce que je pense que vous trouverez énormément de documentation dessus, et l'idée, c'est pas forcément de se focaliser dessus dans un premier temps. L'idée, c'est de se dire, en fait, d'être capable de récupérer tout un prédicat de conditions, en fait, de connexion pour accéder à un environnement. Et donc, du coup, ces conditions peuvent être liées au contexte de mon utilisateur. Donc, d'où vient mon identité? Comment est-ce que j'ai été capable de l'authentifier? Quelle est sa source d'autorité? Comment est-ce que je suis capable de la recertifier? D'avoir la même chose au niveau de mes appareils. Est-ce que, typiquement, je suis capable d'avoir un bon niveau de recertification sur l'OS de mon appareil, son état de gestion, son état de risque, et cetera, en s'appuyant sur tout un tas de connexions ou d'interconnexions qu'on va être capable de faire avec d'autres outils, que ce soit de l'écosystème Microsoft, mais aussi, bah, d'autres écosystèmes potentiellement tiers. Et bien évidemment, on va enrichir tout ça avec des informations sur d'où se connectent les utilisateurs, quelles sont les applications clientes qui vont être utilisées, et potentiellement être capable d'agrémenter tout ça avec une partie de machine learning, de big data, pour déterminer comment est-ce que je vais vouloir donner accès soit à des environnements, cloud qui sont fédérés dans l'Azure Active Directory, soit des applications qui sont potentiellement fédérées SaaS, donc qui peuvent être, hébergées sur d'autres services, et potentiellement une partie on-prem, et je vais venir un petit peu plus dans les détails dans quelques instants sur cette partie-là. Et donc du coup, par rapport à ça, l'idée, ça va être de se dire, bah, quels sont les niveaux de contrôle que je vais vouloir, avoir? Est-ce que je vais donner un accès complet? Est-ce que je vais donner un accès limité? Donc typiquement sur des scénarios où je n'aurai pas un bon niveau de sécurité ou un bon niveau de rassurance sur quel est le niveau de sécurité d'exploitation des données en local sur ma machine. Je peux permettre à mon utilisateur de consulter des informations, mais je vais lui interdire la persistance sur son appareil parce que potentiellement il n'est pas forcément suffisamment sécurisé par rapport à mes principes de sécurité. Je vais pouvoir aussi forcer du MFA ou forcer la réinitialisation du mot de passe ou potentiellement bloquer certains protocoles. Et là où c'est spécifiquement intéressant, parce que dans un monde 100% cloud, on peut se dire que c'est assez facile à mettre en place du fait qu'il y ait des connecteurs et j'ai envie de dire des services que je suis capable de fédérer avec des protocoles de type SAML ou OpenID ou ce genre de choses. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est, bah, principalement pour, l'existant et principalement la partie on-premise. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails sur cette partie-là. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est capable d'appliquer ce type de signaux et ce type de contrôle, en fait, sur les applications que vous allez vouloir, permettre de protéger. Donc pour les services cloud, comme je l'ai évoqué, mais aussi directement, sur des applications que vous pourriez trouver on-prem avec, une brique qui s'appelle Azure AD Application Proxy, donc qui fait partie aujourd'hui des licences Azure AD Premium. Et en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est, bah, potentiellement exposer une application qui serait 100% on-prem
Typiquement, ça peut être un site web, hébergé, sur votre intranet. Donc je suis capable d'exposer cette application-là de façon publique, faire une pré-authentification moderne sur lesquelles je suis capable de réévaluer ou d'avoir un bon niveau de recertification sur tous les prédicats qu'on a évoqués juste avant. Et en fait, une fois que j'ai fait cette pré-authentification, je suis capable d'exposer cette identité et ce flux, en fait, directement à mon application sans avoir besoin de la faire évoluer via, l'utilisation d'un connecteur pour lui présenter, en fait, un jeton qu'elle sera capable de comprendre. Donc faut entendre par là, ça peut être du Kerberos ou de l'authentification par header ou ce genre de choses. De telle façon à ce qu'en fait, mon application qui se trouve traditionnellement on-premise et non exposée, en externe, je sois capable d'y accéder en externe, sans avoir besoin, de la faire évoluer, ni même d'évoluer de changer les protocoles que je vais utiliser pour pouvoir m'y authentifier. Et donc du coup, par rapport à ça, l'idée, c'est que ça me permet d'augmenter ma posture de sécurité parce que je suis capable de forcer du MFA, je suis capable d'avoir un bon niveau de réassurance dessus. Je suis capable de diminuer mon empreinte, on-prem parce que, potentiellement, je vais interdire les accès directement on-prem avec des protocoles qui sont potentiellement, hérités et je suis capable, potentiellement, en fait, d'avoir de la bonne visibilité, d'avoir les bons signaux qui vont remonter, hem pour les collecter dans un outil type SIEM ou SOR. Est-ce que Franck, tu pourrais nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur, comment est-ce que ça peut me permettre dans un environnement avec de l'Azure Active Directory et potentiellement de l'Active Directory on-prem, d'appliquer ce modèle-là sur des applications qui sont, potentiellement, non compatibles avec des protocoles, modernes comme on pourrait le retrouver aujourd'hui? Oui, merci Bastien. Bien sûr, je vais partager mon écran, continuer la présentation. OK. Jusqu'à présent, nous avons vu comment les principes de Zero Trust appliqués à la sécurité de l'identité apportent l'authentification contextuelle et l'MFA aux applications web modernes fédérées avec Azure AD, ainsi qu'aux applications web hébergées on-premise, publiées via l'Azure AD Application Proxy. Cependant, il y a un écart de couverture de Zero Trust dans de nombreuses organisations. C'est tout ce qui est dans le périmètre Active Directory, non couvert par l'Application Proxy. Nous parlons des applications legacy, l'infrastructure, des comptes de service ainsi que toute interface administrative authentifiée par Active Directory, telles que PowerShell distant, des execs et WMI. Silverfort apporte une nouvelle approche pour étendre les capacités Zero Trust à toute connexion Kerberos, NTLM et LDAP dans l'environnement Active Directory, en s'intégrant étroitement au contrôleur de domaine qui traite toutes les authentifications Active Directory. La solution Silverfort offre une visibilité complète et permet le traitement des signaux dans les politiques d'accès pour agir comme un deuxième avis pour l'Active Directory. La décision d'accès dans Silverfort est basée sur les signaux nativement présents dans la demande d'authentification, comme l'utilisateur, la source et la cible, enrichis par des signaux de risque fournis par des solutions tierces, comme Microsoft Azure AD P2, Microsoft Defender for Identity, ou des solutions EDA XDR ou autres. Les réponses notables apportées par la solution Silverfort sont autoriser l'accès, bloquer l'accès, et dans le cas où il s'agit d'une authentification avec un compte utilisateur et non un compte de service, on peut aussi faire un challenge MFA, par exemple via Microsoft Authenticator ou via Windows Hello for Business. On peut aussi transférer la demande d'authentification vers Azure AD pour bénéficier des méthodes MFA modernes fournies par Azure dans les politiques d'accès conditionnel. Pour vous donner quelques exemples des use cases possibles avec Silverfort, je vais vous montrer d'abord que cette nouvelle approche peut être utilisée pour des demandes d'authentification fortes lors de toute connexion avec des comptes privilégiés, y compris des interfaces auparavant non protégeables, telles que PowerShell distant, WMI et PSExec, et permet la mise en œuvre des exigences d'un cyberassureur dans très peu de temps. Cela a sauvé plusieurs de nos clients avec une date limite imminente. Ici à droite, j'ai un téléphone portable avec les clients Microsoft Authenticator installés. Je vais vous montrer les différents accès que j'ai protégés avec cette solution Silverfort et le Microsoft Authenticator. D'abord, en accès RDP. L'utilisateur se connecte comme normal et au moment qu'il y a la connexion, il y a un déclenchement d'une demande de MFA qui arrive sur le téléphone portable.
Et il faut approuver la demande avant que l'utilisateur va avoir accès aux connexions ADP. C'est non seulement les connexions ADP qu'on peut protéger, on peut aussi protéger une PowerShell avec RunAs, par exemple avec le compte admin. Au moment que l'utilisateur essaie d'ouvrir la fenêtre PowerShell, on peut déclencher la demande MFA. Et uniquement après avoir autorisé la demande, l'utilisateur va avoir accès à PowerShell avec le compte admin. C'est non seulement l'ouverture de fenêtre PowerShell, mais aussi tout ce qui est le mouvement latéral dans le réseau qu'on peut protéger. Par exemple, au moment que l'utilisateur essaie d'accéder à un serveur cible via un jeton Kerberos déjà initialisé, on peut déclencher une authentification Azure AD. Et ça permet de déclencher un MFA de type number matching pour éviter des attaques de type MFA bombing. Et l'utilisateur est connecté au serveur cible après avoir approuvé la demande MFA number matching. C'est non seulement les interfaces PowerShell, mais on peut aussi protéger les applications avec des clients lourds. Ici, j'ai un client SQL et au moment que je me connecte au serveur SQL, je peux déclencher une authentification forte. Et uniquement après avoir autorisé la demande, l'utilisateur va avoir accès au serveur SQL avec les clients lourds. Dans un deuxième exemple, on va protéger des accès métiers. Par exemple, avec un Windows Hello for Business, ou avec un MFA de type Microsoft Authenticator en mode push. Je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux... j'ai deux questions qui sont apparues, je pense, qui permettraient d'expliquer un peu comment fonctionne Silver4 derrière. La première question, c'est est-ce que la solution Silver4 est agentless? Et la deuxième question, c'est... alors, une autre, est-ce qu'elle est agent-based, du coup? Donc, j'en ai trois. Et est-ce que ça s'appuie sur l'extension MFA sur un serveur NPS pour fonctionner? Je pense que ça serait peut-être bien que tu, d'un point de vue peut-être architecture, que tu expliques comment Silver4 se positionne. Oui. Si on parle d'approche agent sur les postes de travail et les serveurs, on a agentless. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune composant à déployer. Du coup, oui, il y a un capteur à déployer sur les contrôleurs de domaine pour avoir une visibilité sur toutes les demandes d'authentification qui arrivent sur le contrôleur du domaine. Mais il n'a pas besoin de déployer des agents sur les différents serveurs ou les postes de travail, sauf si vous voudriez déclencher certains types d'authentification. Par exemple, on a vu l'authentification Azure AD. Là, il est nécessaire d'avoir un petit client sur le poste de travail pour déclencher le flux d'authentification Azure AD. Mais cette composante optionnelle, et sans cette client, on peut toujours déclencher le MFA Microsoft Authenticator en mode push. Il y a... Oui. Et la deuxième question? J'ai mixé les questions ensemble. Donc, la deuxième, c'était sur le fait que est-ce que ça s'appuie sur l'extension MFA sur un serveur NPS? On peut simplement voir toutes les demandes d'authentification Active Directory qui viennent d'un serveur NPS pour déclencher un MFA. On n'a du coup pas besoin forcément de plugin NPS vers Azure AD. On peut déclencher notre propre flux d'authentification indépendant. Du coup, c'est compatible avec NPS, mais avec n'importe quel serveur Radius. Et on peut déclencher un flux MFA sans avoir besoin d'avoir un plugin spécifique sur le serveur Radius, aussi longtemps que le serveur Radius s'appuie sur Active Directory. Merci. Alors, dernière petite question avant de te laisser continuer dans la démo. S'il n'y a pas de connexion Internet, comment ça se passe? S'il n'y a pas de connexion Internet, on peut aussi fonctionner en mode hors ligne. On a une infrastructure qui peut être hébergée
dans l'infrastructure de client. On fournit des appliances virtuelles. Et bien sûr, les MFA qui sont hébergés dans le cloud, par exemple le Microsoft Authenticator, via des API dans le cloud public, cette partie-là n'est pas possible de déclencher en mode hors ligne. Par contre, on peut déclencher des autres méthodes MFA qui sont disponibles en mode hors ligne. On peut penser à des authentifications FIDO2 comme le Windows Hello. Ça va aussi fonctionner en mode hors ligne ou des jetons physiques. Il est aussi possible d'entrer des codes OTP en mode hors ligne. Merci Franck, je te laisse continuer. J'ai une autre question, mais je vais la garder un peu pour plus tard. OK. Du coup, on avance. Les accès métiers, je vais protéger un accès par un utilisateur en partage fichier avec un Windows Hello pour montrer cette capacité. L'utilisateur se connecte au partage fichier comme normal, mais au lieu d'avoir accès, on va avoir une petite mire d'authentification. Il faut cliquer sur Authenticate pour déclencher le navigateur web qui va faire une authentification FIDO2. L'utilisateur peut entrer son code PIN ou l'autre méthode Windows Hello pour autoriser l'accès et avoir accès à le partage fichier. Cette méthode permet de mettre en conformance rapidement tous les accès vers des choses comme des partages fichiers ou autres, en utilisant les MFA déjà déployés dans l'infrastructure entreprise. Ensuite, Silverfort peut apporter une sécurisation des comptes de service. Non seulement la protection, on peut aussi aider à visualiser l'utilisation réelle de tous les comptes de service. Un manque d'informations qui existe dans la plupart des organisations. Silverfort peut montrer toutes les sources et toutes les destinations d'utilisation des comptes de service, et ces informations peuvent aider un responsable d'une application de transformer ces informations avec l'utilisation réelle en liste des contrôles d'accès. Ça permet de limiter les accès uniquement au périmètre des ordinateurs définis dans la politique d'accès. Et s'il y a un accès en dehors de ce périmètre, on peut bloquer cet accès ou alerter le SOC. De plus, Silverfort permet d'appliquer une analyse de comportement et des signaux de risque au compte de service. Et ça permet d'agir s'il y a un comportement déshabituel sur le compte de service. Finalement, Silverfort peut aider avec la migration vers Azure AD. Toutes les applications et ressources aujourd'hui branchées à Active Directory qui ne supportent pas les protocoles d'authentification modernes comme OpenID Connect, SAML ou WS Federation et qui ne sont pas possibles d'intégrer via un Azure AD Application Proxy peuvent être publiées dans Azure AD grâce à la solution Silverfort avec son fonctionnalité Azure AD Bridge pour bénéficier des politiques d'accès conditionnel Azure AD et des méthodes MFA modernes fournies par Azure. Je vais vous montrer simplement par déclencher une authentification Azure AD quand j'essaie d'accéder à une application legacy hébergée dans mon infrastructure on-premise. Désolé, je ne peux pas montrer cet exemple, mais ça marche similairement que j'ai montré pour le PowerShell. L'utilisateur se connecte, peut faire une authentification Azure AD pour ensuite bénéficier des méthodes MFA modernes comme le number matching que j'ai déjà montré. L'application va apparaître dans Azure AD, dans la partie Enterprise Applications, pour être capable de bénéficier de toutes les politiques conditionnelles, accès conditionnel. Du coup, ça permet de publier toutes les applications dans un endroit et d'avoir des politiques centralisées dans un seul endroit. Du coup, la solution Silverfort apporte des capacités Zero Trust dans le périmètre Active Directory
pour permettre de sécuriser les accès administrateurs et à distance, par exemple imposés par la cyberassurance, l'introduction des signaux de risque pour prendre des décisions sur chaque accès authentifié par Active Directory, étendre les méthodes MFA comme Windows Hello for Business vers les utilisateurs métiers sur les accès dans les périmètres Active Directory, la sécurisation des comptes de service et l'accélération de migration des applications legacy vers Azure AD. Je arrête mon partage. OK. À toi, Bastien. Merci. Avant de basculer sur Bastien, pardon, Ouais. juste une petite question, parce que j'ai la question qui concerne aussi l'agent. L'ANSSI qui déconseille l'installation de tout agent sur les contrôleurs de domaine. Quelle est la position aujourd'hui de Silverfort par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question. Oui, je sais que l'ANSSI déconseille l'installation de tout agent. Par contre, il y a des avantages d'avoir un contrôle de sécurité moderne fourni par l'installation de Silverfort, qui doit être soigneusement pondéré par rapport à la plainte classique, qui est l'augmentation de surface d'attaque par une installation d'agents, qui pose un risque théoriquement. Silverfort prend la sécurité de la solution très sérieux et nous sommes intégrés au programme MISA de Microsoft pour montrer qu'on est vraiment sérieux de notre approche. Merci Franck. Bastien, du coup, je te redonne la parole. Ça marche, merci. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de cette session? Donc déjà pas mal de choses, c'est que dans un premier temps, le modèle Zero Trust permet en fait d'adresser une partie des risques et des contraintes en fait que vous allez devoir avoir pour sécuriser des environnements, que ce soit des environnements legacy comme des environnements, existants pour de la consommation de services, de services cloud. Qu'aujourd'hui, en fait, il existe tout un panel de solutions, existantes, que ce soit sur de l'Azure Active Directory, que ce soit avec de l'Azure AD Application Proxy, et du Silverfort, qui vont vous permettre non seulement de pouvoir, augmenter votre posture de sécurité sur des applications qui sont déjà existantes et qu'elles soient hébergées sur vos environnements comme dans des environnements tiers, venir renforcer votre posture de sécurité pour, resécuriser ou pour, recertifier certains accès, sur des périmètres en fait qui sont, traditionnellement plus dans une défense de type périmétrique et surtout en fait, que ça va vous permettre, de mitiger les risques qui pourraient être occasionnés par de nouveaux types d'attaques, que ce soit des attaques, sur les clés d'identité, mais aussi des attaques de type, brute force comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. En mettant en place tout un tas de contre-mesures qui feront que, en fait, demain, vos organisations, vos annuaires, en fait, seront beaucoup plus résilients, beaucoup plus résistants, à des attaques qu'on retrouve sur l'ensemble de l'écosystème et que ça vous permettra, de potentiellement aussi de collecter de plus en plus de signaux. Donc on l'a vu avec les intégrations avec des outils de type SIEM, pour être capable en fait de corréler tout un tas de signaux faibles, pouvant amener en fait à la détection de potentielles compromissions avec, des signaux forts. Donc par rapport à tout ça, donc on s'est dit énormément de choses sur cette session. Il y a plusieurs choses en fait avec lesquelles on peut vous proposer de continuer, une éventuelle approche, zéro trust, que ce soit, que ce soit sur des outils SaaS, mais aussi, pour la partie sécurisation de l'AD on-prem. Donc que ce soit aujourd'hui, comme on l'avait évoqué sur des publications, Microsoft, mais aussi autres, hein. Il y a des publications typiquement avec, le SIGREF, il y a des livres blancs sur, comment en fait aborder aujourd'hui une transition, de l'AD vers de l'Azure Active Directory justement pour diminuer cette surface d'attaque, pour diminuer la partie empreinte on-premise. Les principes sur, comment est-ce que je vais être capable de passer vers une stratégie Zero Trust, quels sont les, les travaux que je vais devoir commencer, des outils qui vont vous permettre aussi d'évaluer votre maturité sur les différents piliers Zero Trust qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et bien évidemment, en fait, quelques e-books ou éventuellement le rapport de la défense, numérique de Microsoft sur son millésime 2022. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez éventuellement poser par chat?
Oui, alors il y en a quelques-unes. Je leur pose, même si Franck a apporté la réponse dans le chat directement, mais est-ce que Silverforce peut s'appliquer sur n'importe quel type d'application métier? La réponse est oui, à partir du moment où il s'agit d'une authentification Active Directory. Du coup, on peut appliquer des politiques de réponse comme le MFA. Une question concernant le coût et le modèle de licensing pour Silver4. Alors, je ne sais pas si Romaric, tu veux prendre la parole directement ou si tu réponds dans le chat. Oui, absolument, je vais répondre dans le chat, mais donc effectivement, le modèle de licensing Silverfort se décompose en 2 modules essentiellement. Le premier module prend en compte le nombre d'utilisateurs actifs dans votre Active Directory, donc utilisateurs humains uniquement, les personnes physiques derrière leur clavier, et du nombre de personnes ou du nombre de comptes de service à protéger. Donc deux métriques, le nombre d'utilisateurs au total dans votre AD et ensuite le nombre d'utilisateurs à protéger, puisque vous pouvez tout à fait décider de ne protéger qu'une partie de vos utilisateurs, par exemple les administrateurs privilégiés. Merci Romaric. J'ai une autre question. Alors, pour positionner finalement ce qu'on vient de présenter par rapport à un domaine qui est tout ce qui est gestion de comptes à privilèges. Est-ce que si jamais je combine les fonctionnalités d'Azure, PIM, Bastion et Silver4, est-ce que ça peut remplacer ma solution de Privileged Access Management? Vaste sujet. Je pense que ça dépend tout sur les exigences à lesquelles la solution PAM répond, parce qu'une solution PAM peut faire beaucoup de choses. Par exemple, enregistrer les sessions. Avec une solution comme Silverfort, on peut simplement ajouter des contrôles de sécurité d'accès modernes, comme la MFA, mais on ne peut pas forcément répondre à tous les besoins d'une solution PAM. Ça dépend complètement sur les besoins à laquelle une solution PAM répond. Si il faut simplement protéger les comptes admin avec un MFA, on peut déjà aider. D'accord. Donc les limitations, si on veut résumer, ça serait principalement rotation de mot de passe, traçabilité des sessions avec enregistrement vidéo, etc. Ouais. Ok. Si je peux juste me permettre, hein, aujourd'hui, sur les sujets de est-ce qu'une solution remplace plutôt une autre, l'idée, c'est pas forcément d'avoir de se dire j'ai toutes les solutions du marché, donc normalement je suis complètement couvert. L'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les risques en fait que je vais vouloir adresser. Est-ce qu'effectivement, en fait, par rapport à ces risques, il y a une vraisemblance et un impact qui peut être important sur mon marché pour pouvoir prendre une décision de quelle est la solution que je vais prendre. Et bien évidemment, en fait, les solutions qu'on va vouloir choisir demain, comme je l'ai très rapidement ébauché tout à l'heure, l'idée aussi, c'est d'être capable de les intégrer entre elles. Donc d'être capable de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de collecter des signaux sur les identités, sur les appareils, sur les applications, et cetera, et d'avoir une visibilité au niveau global. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la possibilité de remonter des informations directement aux équipes de SOC. C'est à pondérer avec l'ensemble des solutions que vous allez avoir. Est-ce que les signaux qui seront montés ou les éventuelles politiques d'accès que vous allez vouloir définir, en fait, est-ce qu'elles sont intelligibles et gérables par un humain ou par un groupe d'humains? Et est-ce que je peux mettre en place une gouvernance avec mes équipes de SOC derrière pour garantir la bonne sécurité de ces environnements? Donc, du coup, en fait, on ne vous fait pas une vraie réponse dans le sens où c'est la vraie réponse, c'est ça dépend de ce que vous souhaitez adresser comme risque et comment est-ce que vous souhaitez l'adresser. Merci Bastien, parce qu'effectivement, c'est vraiment ça la problématique. Hein, c'est quel est le besoin qu'il y a derrière, et en fonction de ça, on peut être plus ou moins granulaire dans notre approche. Dernière question, alors qui est assez vaste. Non, Franck y a répondu. Donc, quelles compétences semblent nécessaires pour déployer et employer Silver4? Donc, alors, le déploiement Silver4 est fourni comme service avec l'achat de licence. L'opération est assez simple, beaucoup plus légère qu'une solution PAM. Je vais faire un petit retour d'expérience. Oui, c'est assez léger puisque finalement, l'architecture à déployer, on l'a dit, c'est un agent au niveau du contrôleur de domaine, donc qui se déploie très, très facilement. Quelques appliances virtuelles prépackagées à mettre en œuvre. Et après, c'est des politiques de sécurité à définir, en sachant que, comme Franck l'a présenté très rapidement, la mise en place de ces politiques de sécurité, elles vont se faire de manière progressive.
en fonction de ce que va voir la solution et de ce qu'elle va apprendre. Donc, on va voir passer des authentifications et on va décider si oui ou non on va activer du MFA en fonction de certains critères. Donc, c'est un déploiement progressif. Pour donner un ordre d'idée, on est sur différents POC. On part du principe que on va dire 6 à 10 demi-journées, on va dire, réparties sur un petit mois, on a mis en place la solution et on a les politiques de sécurité qui sont configurées et qui répondent aux besoins du client. Donc, c'est quelque chose qui se fait de manière très rapide par rapport, effectivement, comme le disait Franck, à des solutions PAM dans lesquelles le travail est un peu plus complexe. On arrive à la fin de la session. Je vous remercie encore pour votre disponibilité ce matin et pour ces 45 minutes passées avec nous. On va vous envoyer la présentation, le lien de l'enregistrement dès que la session sera terminée. Et puis, alors Microsoft, je ne sais pas, mais Bastien nous le dira, mais je pense que oui, mais Silver4 est présent sur le FIC à Lille la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et Romaric, j'ai vu qu'il avait mis l'accès à son calendrier pour prendre rendez-vous directement avec lui. Donc, c'est un homme qui a besoin d'avoir plein de rendez-vous, donc n'hésitez pas à le charger de rendez-vous, il sera le plus heureux du monde. Merci encore, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci.